Il paraît que je suis le chef de la dernière famille royale de France. C'est par cette phrase que Bernard Arnault ouvre un texte de 3 pages publié le 26 juillet 2026 sur le compte X du service de presse de LVMH. Le titre du texte, merci, le ton, ironique. D'ailleurs, pour vous faire votre propre idée, cette lettre est disponible dans son intégralité sur le site internet du Revenu. Cet exercice est rare. Bernard Arnault s'exprime peu en son nom propre et encore moins pour se défendre lui-même sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi répond-il ? Du 19 au 24 juillet de cette année, Le Monde a publié une enquête en 6 épisodes intitulée « L'Empire Bernard Arnault », signée Raphaël Baquet et Vanessa Schneider. 6 mois de travail, une dizaine de dirigeants du groupe interrogés, ainsi que ses enfants et Bernard Arnault lui-même. Le premier épisode de cette série s'intitule « Bernard Arnault à la cour de l'homme le plus riche de France ». Que contient cette série ? Eh bien, 4 grands thèmes la traversent. Tout d'abord, le fonctionnement interne du groupe et la gouvernance familiale. On y trouve aussi une analyse des liens entretenus avec les présidents de la Ve République. Il y est également question de l'influence du dirigeant sur les médias et son mécénat. Et enfin, la série aborde la famille, la cohésion entre les 5 enfants et la question de la succession. C'est le dernier épisode, paru le 24 juillet, qui a déclenché la riposte de l'homme d'affaires et la publication sur Twitter. L'article en question évoque des tensions entre les 5 enfants sur fond de succession. Bernard Arnault répond point par point. Il conteste le procédé qu'il présente comme une punition médiatique. Il juge injuste la critique de son influence commerciale en Chine et cite d'autres grands exportateurs français qui n'ont pas suscité, selon lui, la même vigilance. Sur la succession à proprement parler, il dément fermement l'existence de toute fissure familiale. Ses enfants dirigent des maisons, travaillent ensemble, décident ensemble. Et au passage, il glisse une pique révélatrice. Il préfère, dit-il, le titre de chef de la dernière famille royale de France à celui qu'on lui donnait en 1984, le Terminator. Mais derrière cette polémique, il y a autre chose. Il y a 40 ans de construction industrielle et il y a une méthode. Reprenons tout cela depuis le début. Bernard Arnault naît le 5 mars 1949 à Roubaix et rien, à ce stade, ne le destine au luxe. Son père, Jean Arnault, ingénieur diplômé de l'école centrale, dirige Ferré-Savinel, une entreprise de travaux publics fondée en 1926 par son beau-père, une PME industrielle du Nord, solide, classique, mais sans éclat particulier. Le fils suit une trajectoire d'excellence académique, école polytechnique, promotion de 1971. À 22 ans, il rejoint l'entreprise familiale en tant qu'ingénieur. Et c'est là que va intervenir sa première décision d'entrepreneur. En effet, il ne se contente pas d'hériter. Il convainc son père de vendre les activités bâtiments et travaux publics pour 40 millions de francs de l'époque et de réorienter entièrement l'entreprise vers la promotion immobilière. À cette occasion, la société est rebaptisée Ferrinel. Elle se spécialise dans les résidences de tourisme. Retenez bien cette décision, elle est fondatrice. Vendre un actif industriel rentable mais mature pour redéployer le capital vers un marché en croissance. C'est exactement le raisonnement que Bernard Arnault appliquera à une autre échelle 10 ans plus tard. Mais en attendant, en 1978, à 29 ans, il devient président-directeur général de l'entreprise familiale. Puis vient 1981 et l'élection de François Mitterrand et le programme économique de la gauche. C'est là qu'il décide de s'expatrier. Direction les États-Unis, où il développe des projets immobiliers, notamment en Floride. Cet épisode américain va durer 3 ans. On en connaît mal le détail financier et nous ne prétendrons pas le reconstituer ici. Ce qu'on sait en revanche, c'est ce qu'il en retire. La conviction qu'une marque française peut avoir une portée mondiale et qu'il n'existe alors en France aucun groupe structuré pour l'exploiter. En 1984, Bernard Arnault a 35 ans et il rentre en France. Un ami, l'avocat Pierre Godet, lui présente un dossier dont personne ne veut. Un dossier qui va tout changer. Le groupe Boussac-Saint-Frères, c'est le premier empire textile français. Et au début des années 1980, une faillite industrielle majeure que l'État ne parvient pas à résoudre. Repris en 1978 par les frères Willow, il subit de plein fouet l'effondrement de la filière textile européenne. Entre 1982 et 1985, les pouvoirs publics lui accordent près d'1 milliard de francs d'aides et de subventions. Mais posons la vraie question. Pourquoi un promoteur immobilier de 35 ans
sans expérience de l'industrie textile, veut-il reprendre un groupe qui perd de l'argent? Eh bien la réponse est simple, parce que Boussac ne possède pas que du textile. Le groupe, en effet, détient aussi le grand magasin Le Bon Marché, l'enseigne Conforama et le fabricant de couches Peau Douce. Mais surtout la marque Christian Dior. Voilà la clé de lecture. Il ne vient pas chercher le textile, il vient chercher une marque. Le montage s'appuie sur la banque Lazare via le banquier Antoine Bernheim. Le groupe est alors cédé pour 1 franc symbolique. C'est à la fin du mois de décembre 1984 que Bernard Arnault prend la direction générale de la compagnie Boussac Saint-Frères. Dans la foulée, l'activité textile est revendue au groupe Prouveau. Conforama, de son côté, est cédé à son concurrent Pinault. Et Peau Douce est vendue à une entreprise suédoise. Bref, à l'arrivée, sur les 4 actifs du groupe, il en conserve 2, Christian Dior et Le Bon Marché. Cette opération installe durablement sa réputation dans le monde des affaires français, et c'est là que naît le surnom qu'il évoquait lui-même dans sa lettre de juillet, le Terminator. Sur le plan strictement financier, l'opération fonctionne. En 1987, l'ensemble est redevenu bénéficiaire. Bernard Arnault dispose désormais de 2 choses qu'il n'avait pas 3 ans plus tôt. Une maison de couture au prestige intact et une capacité financière. Et il va s'en servir immédiatement. 1987, Louis Vuitton et Moet Hennessy fusionnent pour créer LVMH. Bernard Arnault n'est pas à l'origine de cette fusion. Il entre au capital du nouvel ensemble dans un contexte de rivalité entre ses dirigeants, puis il en prend le contrôle. Et en 1989, il en devient le président. C'est à partir de ce moment-là que se met en place ce qu'il faut bien appeler une doctrine. Une doctrine qui repose sur 3 principes. Le premier principe, c'est celui du portefeuille. Plutôt qu'une marque unique, une collection de maisons autonomes, chacune avec son identité, son directeur artistique et son histoire. La défaillance de l'une ne contamine pas les autres. Le deuxième principe, c'est celui de la rareté organisée. On ne vend pas plus, mais on vend mieux et on vend plus cher. Quant au troisième principe, il s'agit du contrôle de la distribution. Des boutiques en propre, une maîtrise des prix et une maîtrise de l'image. Ensuite, la mécanique d'acquisition s'enclenche. Céline, Sephora, le joaillier italien Bulgari en 2011 dans une opération réglée en titres, Loro Piana en 2013, 80% du capital pour 2 milliards d'euros, une participation portée à 94% en janvier 2026, Rimowa en 2016. Puis l'opération la plus importante de son histoire, Tiffany, annoncée en novembre 2019 pour environ 16 milliards de dollars, un montant renégocié à la baisse avant la clôture de l'opération le 7 janvier 2021. Mais alors, quelle est la taille de cet ensemble aujourd'hui? LVMH, c'est plus de 70 maisons réparties en 5 grands métiers. La mode et la maroquinerie, les vins et spiritueux, les parfums et cosmétiques, les montres et la joaillerie, et enfin la distribution sélective. Autrement dit, cela va du champagne au cognac, de la malle de voyage à la haute joaillerie, du parfum au grand magasin. Louis Vuitton, Dior, Moet, Hennessy, Tiffany, Sephora, Le Bon Marché, tout cela, c'est la même maison mère. Combien de personnes font partie de ce groupe? Dans sa lettre de juillet, Bernard Arnault avance 220 000 salariés dans le monde, dont 40 000 rien qu'en France. Cet ordre de grandeur est cohérent avec les documents de la holding familiale qui déclarait plus de 213 000 salariés en 2023. En outre, Bernard Arnault affirme avoir versé plus de 40 milliards d'euros au trésor public au fil des années. Et malgré une année 2025 plus difficile, dans un contexte mondial peu favorable à l'industrie du luxe, la position reste la même. LVMH est le premier groupe mondial du secteur du luxe. Ce qui nous ramène à la seule question qui compte vraiment aujourd'hui. Après lui, qui ? La succession, c'est à ce sujet que la série du Monde consacre son dernier épisode. Et c'est sur ce terrain que Bernard Arnault a répondu le plus fermement dans sa lettre. Commençons d'abord par ce qui est établi. Bernard Arnault a 5 enfants. Tous les 5 travaillent au sein du groupe. Delphine, l'aînée, dirige Christian Dior Couture depuis 2023. Antoine, quant à lui, est en charge de l'image et de l'environnement du groupe. Il est également directeur général de la holding Christian Dior SE. Frédéric, lui, dirige les activités horlogères de LVMH et, depuis 2025, Loro Piana. Alexandre, de son côté, a dirigé Rimowa, puis occupé des fonctions de direction chez Tiffany. Et enfin, Jean, le plus jeune, travaille dans l'horlogerie chez Louis Vuitton. 4 de ses 5 enfants siègent au conseil d'administration de LVMH. Jean est le seul
à ne pas y figurer. 2 sièges pour leur part au comité exécutif, Delphine et Antoine, et aucun nom n'a filtré pour la suite. Mais soyons précis sur ce que nous affirmons et sur ce que nous n'affirmons pas. L'enquête du Monde évoque des tensions entre les 5 enfants. Bernard Arnault les dément formellement dans sa lettre publiée sur Twitter. Nous ne sommes pas en mesure de trancher et nous ne le ferons pas. En revanche, 3 éléments sont bel et bien vérifiables et ce sont ces éléments qui intéressent un investisseur. Le premier élément, aucun successeur n'a été désigné publiquement. Le deuxième élément, la limite d'âge statutaire du dirigeant a été relevée à 2 reprises, de 75 à 80 ans en 2022, puis à 85 ans lors de l'Assemblée générale d'avril 2025, approuvée à 99,18%. Aujourd'hui, Bernard Arnault a 77 ans. La nouvelle limite le mène jusqu'en 2034. Le troisième élément, ce report n'a pas fait l'unanimité chez les investisseurs institutionnels. Le gérant Baillie Gifford s'est abstenu et Alliance Global Investors a voté contre, invoquant un manque d'informations sur la succession. C'est un signal à ne pas prendre à la légère. Les actionnaires professionnels ont donc exprimé publiquement leur inconfort. Face à cela, la position du dirigeant est restée constante. Interrogé par un actionnaire lors de l'Assemblée générale d'avril 2026, il a répondu avoir été renouvelé à 99% et suggéré de reposer la question dans 7 à 8 ans. Dans sa lettre publiée sur Twitter, il va plus loin. Il dément toute fissure et il vise ceux qui, selon lui, parient sur une rupture familiale pour vendre du papier. Il conclut d'ailleurs par un défi lancé aux 2 journalistes, un pari sur ce que vaudra le luxe français dans 40 ans, comme en 1984 au moment de Boussac, avec à la clé un apéritif promis à la fondation Louis Vuitton. C'est habile, certes, mais cela ne répond pas à la question de gouvernance. Parce que le problème n'est pas de savoir si cette famille s'entend, c'est de savoir ce qui se passe dans une entreprise cotée quand la stratégie, le contrôle et la décision reposent depuis 37 ans sur une seule personne. Que retenir stratégiquement de ce parcours, du parcours de Bernard Arnault ? On peut en tirer 3 leçons. La première leçon, acheter le contenant pour le contenu. En effet, Boussac n'était pas la cible. La cible, c'était Dior, donc savoir identifier l'actif de valeur à l'intérieur d'un dossier que le marché juge toxique et accepter d'acheter tout le reste pour l'obtenir. Deuxième enseignement, le temps long comme avantage concurrentiel. C'est l'argument défendu par Bernard Arnault lui-même. Un cognac vieillit pendant des décennies, un savoir-faire de maltier s'acquiert en 20 ans et se perd en 3. Ce raisonnement est structurellement incompatible avec une gestion trimestrielle. C'est un choix avec ses coûts et il n'est transposable qu'aux entreprises qui ont les moyens de l'assumer. Et enfin, la troisième leçon, le contrôle prime sur la taille. En 2022, la holding familiale Agache a été transformée en société en commandite par action pour verrouiller le contrôle du groupe. La famille détient environ 49% du capital de LVMH, mais près de 75% des droits de vote. En d'autres termes, la question de la structure de propriété a été réglée bien avant celle de l'héritier. Reste une question et elle est ouverte. Un groupe coté, contrôlé par une seule famille, est-ce une force stratégique ou alors un risque pour l'actionnaire minoritaire ? Dites-le nous en commentaire et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner au Revenu pour tout savoir de l'actualité économique, patrimoniale et financière.